Alors les impôts en Israël pour les nouveaux immigrants. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et sur lequel on entend de tout, vraiment de tout et son contraire. Il est donc grand temps de démêler un peu le vrai du faux. Ah, la voilà, la fameuse phrase, celle qu'on entend absolument partout. En tant que nouvel immigrant, pas d'impôt en Israël pendant 10 ans. C'est presque un slogan, n'est-ce pas? C'est tellement séduisant que beaucoup de gens le prennent pour argent comptant, sans même vérifier. Eh bien, c'est faux. Complètement faux. En fait, c'est peut-être l'une des idées reçues les plus tenaces et les plus dangereuses. Y croire peut coûter très très cher. On va voir pourquoi tout de suite. Bon, alors si ce n'est pas une exonération totale, c'est quoi exactement cet avantage de 10 ans? Qu'est-ce qu'il couvre réellement? En fait, la logique derrière est bien plus simple qu'il n'y paraît. En gros, tout est une question de géographie. Il faut imaginer 2 paniers. Dans le premier, on met tout l'argent qui est gagné en Israël. Un salaire d'un employeur israélien, les bénéfices d'une entreprise ici. Ça, c'est imposable dès le premier jour. Pas de discussion. Et dans le deuxième panier, c'est là que se trouve l'avantage, on y met les revenus qui viennent de l'étranger. Des dividendes d'une boîte étrangère, une pension de retraite française, les loyers d'un appartement en France. Ça, oui, c'est bien exonéré pendant 10 ans. La clé, ce n'est donc pas qui on est, mais d'où vient l'argent. Allez, on continue sur notre lancée et on s'attaque à d'autres mythes. On va faire ça en mode question-réponse rapide sur des sujets qui reviennent tout le temps et qui méritent des réponses claires. Première question, un grand classique, surtout pour les indépendants. Est-il possible de continuer à facturer avec sa société française, même si on travaille depuis Israël? L'idée, bien sûr, c'est d'éviter toute la paperasse de la création d'entreprise ici. Alors, bonne ou mauvaise idée? Très mauvaise idée. La réponse est un non catégorique. Pourquoi? Parce que le principe de base, il est simple. On paie ses impôts là où le service est produit. Si on travaille physiquement depuis son salon à Tel Aviv, même pour un client à Paris, le revenu est considéré comme une source israélienne. Point. Et ça veut dire qu'il faut en général une structure locale et donc payer la TVA et les impôts ici, en Israël. Autre question très actuelle, les néobanques. Revolut, N26, ce genre de service. Il y a cette idée qui circule que, comme c'est en ligne, un peu virtuel, c'est peut-être invisible pour le fisc, une sorte de zone grise. Alors, est-ce que c'est le cas? Encore un mythe. La réalité est beaucoup plus simple. Pour les autorités fiscales, un compte est un compte. Qu'il soit chez Revolut, N26 ou une vieille banque traditionnelle, ça ne change absolument rien. C'est un compte bancaire, il est à l'étranger et donc il doit être déclaré. La technologie ne crée pas d'échappatoire magique. On aborde maintenant un sujet plus délicat, les aides sociales françaises, comme le chômage ou le RSA. Peut-on continuer à les percevoir une fois qu'on vit en Israël? Et là, on touche au cœur du problème. Tout est lié. Ces aides sont conditionnées au fait de résider en France. Essayer de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire se déclarer résident en France pour toucher les aides tout en vivant réellement en Israël, c'est non seulement illégal, mais ça peut créer des ennuis juridiques et fiscaux vraiment très sérieux. Dans les deux pays. Ce qui nous amène logiquement au concept central, la pierre angulaire de tout ça, la résidence fiscale. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. C'est ce principe qui décide de tout. La résidence fiscale, qu'est-ce que c'est au fond? C'est le domicile fiscal d'une personne. C'est tout simple, c'est le pays où se trouve son centre de vie. La famille, le travail, les principaux intérêts. Une fois qu'on est considéré résident fiscal d'un pays, comme Israël après l'Alia, on est redevable de l'impôt selon les lois de ce pays-là. Donc concrètement, ça donne quoi? Un salaire d'un employeur israélien? Facile, c'est imposé en Israël. Du travail pour une boîte française mais fait en étant assis en Israël? Eh bien c'est aussi imposé en Israël. Par contre, les revenus locatifs d'un bien qui est en France, eux, sont imposés en France. Et la retraite française alors? Eh bien c'est là que l'avantage des 10 ans entre en jeu, elle est exemptée en Israël. Ok, maintenant qu'on a un peu débroussaillé tous ces mythes, la grande question c'est comment on fait pour être en règle? Comment naviguer entre ces deux systèmes sans faire d'erreur? En fait, on peut résumer ça en 3 étapes assez logiques. D'abord, il faut être absolument au clair sur son statut de résidence fiscale. C'est la base. Ensuite, bien séparer ses revenus. Qu'est-ce qui vient d'Israël? Qu'est-ce qui vient de l'étranger? Et enfin, le point le plus crucial, s'assurer que les deux systèmes, français et israélien, sont bien coordonnés. Il faut que tout soit déclaré au bon endroit pour ne rien oublier et ne pas payer 2 fois. Voilà, c'est vraiment ça le message principal. Avoir des intérêts financiers dans 2 pays, ça demande une synchronisation parfaite. Le but du jeu n'est pas de chercher comment ne rien payer, mais de comprendre comment déclarer les choses correctement, au bon endroit, pour être en règle avec la France et avec Israël. Cette phrase résume parfaitement la situation. L'optimisation fiscale est un terrain miné. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La ligne entre ce qui est permis et ce qui est illégal est parfois très, très fine. Elle se joue sur des détails. Et une erreur, même de bonne foi, peut avoir des conséquences vraiment sérieuses.
Et donc pour finir, ça amène à une question que chacun peut se poser. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que sa propre situation fiscale est vraiment claire? Est-elle sécurisée et surtout, est-elle bien en règle?